Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous serons en compagnie d'un médium, Sylvain Bolduc, et évidemment nous allons parler de son expérience et de médiumnité. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Sylvain Bolduc, bonjour et merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi, Alain. Merci. Alors vous êtes au Québec, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il fait beau au Québec? Aujourd'hui, c'est une journée chaude d'été, je vais vous dire, parce que les 2 dernières journées, c'était presque l'automne ici. Ah oui. C'est vrai qu'on a beaucoup de changements de temps ici aussi en France et dans le sud. On ne reconnaît plus du tout le temps. Hein. Non, faut s'adapter, on n'a pas le choix. Exactement. Alors vous êtes médium, clairvoyant, intervenant énergétique, conférencier. Nous y reviendrons tout à l'heure. Comment avez-vous découvert votre médiumnité? La médiumnité, je vous dirais, ça ressort depuis l'enfance, où je pouvais être témoin, je pouvais ressentir, entendre le monde spirituel. J'entends par monde spirituel le monde des esprits, des êtres chers décédés parfois, mais aussi des guides spirituels, des anges gardiens qu'on peut appeler. Et vers l'adolescence, je vous dirais, vers préadolescence, 11 ou 12 ans, les manifestations se sont amplifiées, c'est-à-dire que les communications devenaient plus directes et je pouvais non seulement entendre, je pouvais les voir. Et la communication était télépathique à 100%. C'est ce qui m'a épaté au début. Et je vais vous dire, je ne veux pas amener un cliché quand même, mais à l'adolescence, comme beaucoup d'entre nous, on s'est amusé. Je dis s'amuser, mais c'était pas un jeu. On utilisait la table de Ouija pour faire des communications avec le monde spirituel. Et je l'ai fait à plusieurs reprises et je vous dirais qu'à mon sens à moi, si je peux m'exprimer ainsi, ça a été un peu mon école. Pourquoi? C'est que la communication, je me suis rendu compte avec la table de communication spirit, et en fait, ce n'était pas un jeu Ouija qu'on achète au magasin, c'était un jeu qu'on avait improvisé avec des petites lettres et des chiffres découpés sur papier et qu'on disposait en cercle avec un verre à l'envers et qu'on utilisait de cette manière-là. Sauf que prématurément, même si j'avais peut-être 11 ou 12 ans, on dirait que j'avais comment je vous dirais, une attention particulière. J'éprouvais le désir de prier, demander protection avant toute séance, et c'est ce que je faisais. Je faisais une petite prière, un petit Notre Père, dans ma tête. Même lorsque j'étais avec des amis, je le faisais. Et je vous dirais, M. Alain, je n'ai jamais eu de problème avec des esprits qui ont se panié à la maison, qui sont restés. Je demandais protection. On dirait que j'ai été guidé à bien faire les choses. Et au fur et à mesure qu'on s'amusait avec cette table de Ouija-là, les communications devenaient encore plus directes. Je vous dirais, les gens posaient des questions, on parle d'un être cher décédé que quelqu'un d'entre nous connaît, et les réponses me venaient à l'esprit, c'est-à-dire sur mon écran mental, avant que le verre n'ait le temps d'écrire au complet la réponse. Et c'était vrai. Donc j'ai été un peu sous le choc, si je vous dirais, les premières fois, mais c'était quand même, c'est comme ça fonctionne. Ouais, c'est formidable. Oui, et avec le temps, j'ai délaissé la table de communication spirit Ouija, et la communication était télépathique et tout naturelle. Je vais chez des gens, je vais faire un tour ici, au centre d'achat, dans un hôpital. Je ressens les esprits entrer en communication avec moi. Donc, je n'avais pas besoin de support visuel comme le Ouija pour entrer en communication avec le monde spirituel. Alors, quand vous les voyez, est-ce que vous les voyez de la même façon que vous voyez un être incarné en chair et en os, ou alors est-ce qu'ils sont un peu plus fluidiques, est-ce qu'ils sont un peu plus transparents, enfin, comment ça se présente? Comment ça se présente? Je vous dirais, il n'y a pas un cas pareil. Parfois, il m'est arrivé de voir un esprit, je me rappelle une scène où j'étais dans un ascenseur, et à ma droite, on était seulement 2 dans cette cabine d'ascenseur-là, puis le mec qui était à côté, j'étais vraiment pas sûr si c'était un être humain ou un être du monde spirituel, tellement il était opaque. Oui.
Ouais. OK? Et pour m'en rendre compte, pour me confirmer si j'avais tort ou j'avais raison, je me suis arrangé pour l'effleurer, le toucher. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était translucide, transparent. Et votre main est passée à travers? Oui, c'est ça. C'était vaporeux. C'était une masse qui semblait très physique. Mais lorsque j'ai passé mon coude tout près, dans lui, dans son corps physique, mon coude est passé au travers. Alors, ce qui est très drôle, justement, ce que vous m'expliquez, il y a le phénomène inverse. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'émissions avec des expérienceurs de NDE, et en état de décorporation, alors ils essayent de toucher les vivants, entre guillemets, parce qu'on est tous vivants, finalement, enfin, les êtres humains incarnés ici, et leurs mains passent aussi à travers. Exact, oui, c'est ça. Au même titre que eux peuvent tenter de nous toucher, on peut sentir une main nous effleurer, des doigts passer dans nos cheveux, ou un souffle dans nos oreilles, et ça vient du monde spirituel. Mais au même titre que nous, on peut entrer en interaction, en communication avec eux de cette même manière-là, si je peux m'exprimer comme ça. Alors voilà. Et je vous dirais qu'au début de la vingtaine, les phénomènes se sont amplifiés, ma médiumnité s'est amplifiée, et également la clairvoyance, parce que je faut dissocier quand même médiumnité et clairvoyance. C'est-à-dire quand nous sommes médiums, c'est que le canal, le chakra couronne est ouvert, on est selon notre sensibilité, témoin, où on peut entrer en interaction avec le monde spirituel, le monde des défunts, le monde des esprits, le monde invisible. Et la clairvoyance, c'est le troisième œil qui est appelé à travailler, c'est-à-dire qu'on peut capter des images mentales, soit du passé, du présent, du futur. Moi, je dis souvent, quand je donne des ateliers, la clairvoyance, c'est voir sans être là, tout simplement. Ce n'est pas être médium, c'est-à-dire communiquer avec le monde des esprits et les anges gardiens. Ah oui, c'est complètement différent. La clairvoyance s'est développée avec les années pas plus que la médiumnité, mais autant, je vous dirais. Elle s'est peaufinée, elle s'est raffinée. Donc aujourd'hui, maintenant, depuis 4 ou 5 ans maintenant, je fais partie d'un bureau d'enquête en phénomènes paranormaux qui s'appelle le BEP, BEPP, Bureau d'enquête en phénomènes paranormaux. C'est une équipe communément appelée de chasseurs de fantômes. On investigue. On en reparlera justement tout à l'heure, parce que j'avais prévu d'en reparler. Pour en revenir à ce personnage que vous avez rencontré dans l'ascenseur, est-ce qu'il vous a envoyé un message télépathique? Je vous dirais non, parce que ce qu'il dégageait était très bas, très lourd. Ah oui. Je vous dirais que ça avait l'air d'une loque humaine. Ah d'accord, ouais. Oui, donc j'avais vraiment hâte, même si je peux être témoin et voir le monde invisible, j'avais vraiment hâte de sortir de cet ascenseur-là. Je me sentais pas bien en sa présence. Oui, je me doute. Oh oui. On a beau pas avoir peur, mais quand même, c'est comme dans le monde des humains, il y a des gens avec lesquels on est à l'aise, avec lesquels on a plus d'affinité, et c'est la même chose dans le monde spirituel. Et des gens, c'est plus difficile d'être auprès d'eux. Ah tout à fait. D'ailleurs, quand il y a des gens qui ne sont pas en vibration, en harmonie avec nous ici sur la Terre, c'est difficile de rester dans la même pièce. Exact, c'est la même chose. Souvent, moi je gère ma relation avec le monde invisible au même titre que je gère ma relation avec les humains. Dans le monde des humains, il y a du monde super gentil, du monde sympathique, et il y a du monde moins gentil et moins recommandable, mais c'est la même chose dans le monde des esprits. Tout à fait. Il ne faut pas m'avoir peur. Non, faut jamais avoir peur d'ailleurs. Faut chasser la peur. Faut dramatiser, oui. Parce que si on leur offre notre peur, on leur offre beaucoup de notre énergie et on se vide inutilement, je vous dirais. Alors vous communiquez avec les entités, des guides, des êtres de lumière. Comment se passent ces contacts et comment établir justement un contact avec ces dimensions? Oui, moi je vous dirais, il n'y a pas de recette. Sinon, si on veut s'ouvrir aux dimensions énergétiques, commençons par travailler sur notre corps énergétique. Dans notre corps physique, on a 7 portes d'accès qui s'appellent des chakras. Le chakra racine, et ainsi de suite, jusqu'au chakra couronne qui est situé au-dessus de notre crâne. Et ces centres d'énergie-là, si on les cultive, c'est-à-dire si on les travaille jour après jour, on les entretient, on les purifie, on les nettoie, au même titre que le troisième œil qui se trouve entre les deux sourcils. Si on le travaille au quotidien, c'est clair que les flashs, les impressions, les images qui vont nous venir sur l'écran mental vont être de plus en plus claires, de plus en plus précises, je vous dirais. OK? D'accord. Donc, si on veut s'ouvrir, nous, au plan terrestre, on vit dans la 3e dimension. Le monde des esprits vit dans la 4e dimension. Alors, nous, comme médiums, on doit élever nos vibrations par certaines méditations, techniques de respiration, élever nos vibrations pour pouvoir arriver au même palier qui est la 4e dimension et communiquer. Si
si je veux communiquer avec les guides spirituels, les êtres de lumière, les anges gardiens, je dois élever mes vibrations davantage, c'est-à-dire vers la 5e, 6e ou 7e dimension, et ainsi de suite. Alors, justement, ces dimensions, on parle beaucoup de 5e, 6e, voire 7e dimension, il paraît qu'il y en a beaucoup plus, encore, énormément. Yvan Poirier me parlait de 26e dimension, mais on va pas aller jusqu'à là. C'est ça. Voilà. Ça correspond à quoi, à votre avis, ces dimensions? Ces dimensions, ça correspond à quoi? C'est, je vous dirais, un autre univers, tout simplement. J'ai déjà lu dans un livre que l'au-delà était seulement qu'à 30 cm au-dessus de la Terre. Ah oui, c'est un briquet. OK? Ouais. Oui. Donc, on est dans la même réalité, mais seulement dans une autre dimension. Je peux communiquer, discuter avec un être humain très terrestre et avoir un esprit à côté et discuter avec lui en même temps, avoir deux conversations. Oui, on en revient aux fréquences, quoi. Finalement, on en revient toujours là, on en revient c'est une question de gamme de fréquences. Oui, exact. Et c'est important au quotidien de s'entretenir, d'avoir une certaine hygiène énergétique. Pourquoi? Parce qu'on peut s'attirer, si on vibre bas, si on se sent dépressif, si on vit une période lourde dans notre vie, on vibre plus lourdement. On peut s'attirer des êtres du bas astral. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important d'entretenir cette hygiène-là, au même titre qu'on on se lave les dents tous les jours. Tout à fait. Très important. Oui, parce que sinon, je ne veux pas dire qu'il y a danger, mais on peut écoper, c'est pas nécessairement agréable de vivre avec ces êtres-là, ces entités-là, quand ils s'accrochent à nous ou dans notre domicile, en fait. Parce que ça arrive, vous savez, je fais des consultations en rencontre privée, je reçois, mon bureau est à la maison, j'entretiens mon hygiène énergétique à la maison avec fumigation de sauge blanche. Donc, je purifie avant de recevoir le client et après son départ également, parce que je veux pas vivre dans les énergies des autres et je veux pas que l'autre client qui va suivre vienne baigner dans la tristesse ou dans la lourdeur du dernier client que j'ai eu. Vous savez. Bien sûr. C'est un peu comme ça. Et puis il faut faire attention aussi à son état d'esprit. C'est un petit peu comme ici. On choisit où on veut aller se balader dans les quartiers de Marseille où c'est dangereux, enfin de Marseille ou ailleurs, où c'est dangereux. Ou alors on va dans les beaux quartiers où on va faire un tour au bord de la mer sous les palmiers. On choisit. C'est ça. Vous avez bien dit. Au même titre que tantôt, je vous racontais quand j'étais ado, on communiquait avec les esprits avec une table de Ouija, mais avant de commencer, on s'adressait pas à l'univers en disant s'il y a des esprits ici qui veulent communiquer avec nous, on vous ouvre la porte. C'était pas comme ça. On faisait venir, on demandait à parler à des personnes précisément. Et avec les questions-réponses, on pouvait confirmer si on avait affaire, si on était bien en présence avec la bonne personne, avec des points, des signes vraiment vérifiables, vous savez. Oui, tout est important. Finalement, faut plutôt regarder le soleil que l'ombre. Exact. Et c'est pour ça que si, pour une raison ou une autre, on se sent plus lourd, plus, je ne veux pas dire dépressif, mais vraiment plus lourd, ça c'est important de délaisser, de prendre une pause de tout ce monde-là. Tout à fait. Sinon, il y a un petit danger. On peut se rendre malade, en fait. D'abord par nos corps énergétiques et ça se manifeste ensuite par notre corps physique qui va indiquer un malaise ou une maladie qu'on va développer, vous savez. Oui, tout à fait. Je vais vous donner juste un exemple concret. Si on est en présence d'un esprit à la maison, je crois que ma maison est hantée, et que la personne, le défunt, l'esprit qui erre dans la maison est décédé d'une crise cardiaque, probablement que plusieurs personnes de la maison vont avoir les mêmes symptômes de manière résiduelle au niveau de la poitrine, c'est-à-dire des serrements au niveau du cœur, des palpitations cardiaques. Ce n'est pas que le défunt veut attaquer les personnes, il veut juste communiquer la façon dont il est décédé. Si j'ai affaire, si je discute avec un esprit, une âme qui erre et qui s'est suicidé, il est malheureux, et je lui demande comment il a perdu la vie, il me dira pas je me suis pendu, je vais sentir littéralement une corde invisible me serrer le cou, tout doucement. C'est symbolique. Et quand j'ai compris le message, la corde s'atténue, le serment s'atténue, puis j'ai compris. La communication se veut télépathique, oui, par des mots, mais aussi empathique. Notre corps est un instrument dans ce sens-là pour communiquer avec le monde spirituel. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir?
Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Bolduc depuis le Québec. Nous parlons médiumnité. Quel genre de message vous délivrent-ils ces entités? Oh, quel genre de message? C'est très large, je me dirais. Habituellement, il y a beaucoup de pardon, de demandes de pardon. Je me rappelle, je te donne un exemple, dans la première année où j'acceptais ma médiumnité et j'acceptais d'avoir des clients, de faire des rencontres, des consultations, je me rappelle que la première année, j'avais un client sur 2 ou sur 3, j'avais toujours un homme ou une femme qui se présentait et qui demandait pardon en raison d'abus sexuels. Et même si la personne était décédée il y a 30 ans passés, cet être-là qui a abusé sexuellement X ou Y personnes pendant des années, il est arrivé au plan céleste, c'est-à-dire il est décédé et il n'accepte pas ce qu'il a fait. Il veut se repentir si on veut. Il a besoin du pardon des gens avec lesquels comment je vous dirais, qu'il a un peu gâché la vie. Oui, d'accord, c'est normal. Oui. Et moi, j'ai dû travailler mon non-jugement à travers ça parce que, vous savez, j'avais quand même affaire à des pédophiles. Oui, c'est vrai. Même s'il est invisible, c'est peut-être pas nécessaire. Il fallait que je m'enlève de la tête que c'est un trou de cul, entre guillemets, c'est l'expression, et lui donner de l'amour à cet être-là. Bien sûr. C'est du passé, on ne peut pas rien y faire, on est dans le présent. Le monsieur a besoin du pardon et la dame devant moi a besoin de pardonner aussi à cet être-là aussi. Il y a différentes façons il y a différents messages, mais je vous dirais, c'est plutôt pour rassurer les gens, pour les mettre en confiance. Et moi, quand je fais des communications avec le monde spirituel, je demande toujours aux esprits, à prime abord, avant d'entamer quelconque communication, donnez-moi un signe clair pour que la personne n'ait pas de doute que je communique bien avec vous. Exemple, pouvez-vous me communiquer les malaises, les maladies qui ont causé votre décès? C'est des petits signes que moi, je ne peux pas savoir parce que je ne connais pas ces personnes-là, ni d'Adam ni d'Ève, mais c'est pour mettre les gens en confiance et ensuite on peut discuter, on peut apporter les messages que le monde spirituel a à livrer. Alors, à certains niveaux, est-ce que vous avez des êtres de lumière ou des gens qui viennent vous donner comme ça peut-être des conseils ou des orientations que l'on doit prendre ou que l'on devrait prendre? On a tous, chacun d'entre nous, même si nous ne les voyons pas et nous le croyons peut-être pas, on a tous des guides spirituels. Des guides spirituels, ce sont des êtres qui ont vécu au moins une fois une vie terrestre. Ceci dit, ce ne sont pas des anges. Quand on voit des anges dans le monde spirituel, ils ont vraiment des ailes parfois, des plumes, des ailes plumeuses. Les guides spirituels, ce sont des êtres qu'on a connus dans d'autres vies. Ça a été mon beau-père, ma mère, mon meilleur ami, des grands sages, c'est-à-dire des êtres évolués et que nous choisissons avant de s'incarner. Moi, je me rappelle, depuis que j'étais dans mon enfance, je rêvais souvent un vieux monsieur. Quand j'en parlais à ma mère, je me levais le matin, je me disais, maman, je rêvais mon vieux sage cette nuit, il me dit blablabla, blablabla. Et à l'âge de 22 ans, j'ai rencontré mon Saïd, mais c'est Saïd, mon guide spirituel, il s'est nommé. Mais je l'ai reconnu. C'est le même monsieur que je vois depuis que je suis tout petit. Mais là, j'avais finalement un nom. C'était à 22 ans et à 26 ans, c'est-à-dire 5 ou 6 ans plus tard, on m'a confirmé que Saïd était un saint, que Saïd venait de la Tunisie, c'est un saint soufi, et qu'il y avait même une ville qui portait son nom. Ah oui. Et c'est Sidi Abou Saïd. D'accord. D'accord? À ce moment-là, j'étais un petit peu déboussolé par ça, parce que pour moi, Saïd, c'était quelqu'un de très normal, très humain, bien ordinaire, je vous dirais. On m'apprend que c'est un saint. Et Saïd s'est mérité le titre de saint parce qu'il avait le don d'arrêter la rage. Ah oui, tout à fait. Oui. Et quand j'ai su ça, je suis allé, pas à la FNAC, mais ici chez Renaud-Bré, on a, dans les livres de voyage, je suis allé directement de la Tunisie, Sidi Abou Saïd, pour voir à quoi ressemblait cette ville. Et il y avait des images, des photos de temples religieux.
Et j'ai reconnu 3 endroits particuliers où Saïd m'a emmené en méditation. C'est des lieux physiques, j'y étais là, mais sans avoir voyagé en Tunisie. J'ai jamais mis les pieds là. Ça m'a confirmé que mon Saïd à moi, c'était lui. À ce moment-là, j'ai comme alimenté ma relation avec lui, je l'ai entretenu, et Saïd, c'est un de mes guides spirituels permanents. C'est-à-dire qu'il me guide à travailler. Il ne fait pas les choses à ma place. Au même titre, je vous dirais, quand je fais des conférences devant le public, si j'ai une centaine de personnes devant moi et je fais des communications avec le monde spirituel, Saïd me guide à travailler. Il m'envoie vers les personnes qui ont besoin d'un message, d'une communication. Ceci dit, je ne fais pas le travail à ma place. Est-ce qu'il y a des entités qui vous délivrent des messages, mais qui vous disent qu'est-ce que leur vie, d'autre côté, qu'est-ce qu'ils font exactement? Est-ce qu'ils vous parlent aussi de la réincarnation? Est-ce qu'ils vous parlent de toutes ces choses qui finalement nous préoccupent, nous, ici, dans le monde physique? Oui, tout à fait, parce que parfois, vous savez, c'est pas parce que j'ai la capacité de communiquer avec les défunts, les êtres chers décédés, qu'ils sont nécessairement disponibles. Parfois, il arrive que je vais communiquer avec la maman d'une cliente, puis elle est décédée il y a 2 ans. Bien, Saïd me fait part que cette dame-là n'est pas disponible pour l'instant parce que ces êtres de lumière l'ont retirée volontairement du plan terrestre pour qu'elle travaille son deuil du monde matériel, pour qu'elle puisse continuer son évolution. Il m'est arrivé de communiquer avec des esprits, un grand-père, et que ce même grand-père-là me dise je suis également le petit Julien qui est dans le salon, c'est-à-dire le petit garçon de la dame. Ouais. Donc, j'ai compris à ce moment-là que nous sommes, nous aussi, des êtres multidimensionnels. Je peux communiquer avec l'âme du grand-père, mais l'âme du grand-père est aussi incarnée dans un jeune homme de 6 ans. D'accord. OK. On parle souvent d'évolution au même titre que parfois, si on reconnaît une personne de son vivant avec des belles grosses qualités divines, généreux, beaucoup d'écoute, un grand aidant au plan terrestre, mais souvent ces êtres-là, quand ils décèdent, on arrive dans l'au-delà, ils choisissent de changer de mission, de ne plus s'incarner et d'être tout simplement, de devenir un guide spirituel pour les êtres terrestres. Tout à fait. Oui, mais il faut pas tout mettre les œufs dans le même panier parce que je suis le premier à dire que les défunts, faut les laisser en paix. Faut pas s'acharner à vouloir à communiquer avec eux à tous les jours. Ils ont une évolution à poursuivre et il faut respecter. Oui, c'est un peu comme ici, hein. On peut appeler de temps en temps, mais on va pas appeler une personne 10 fois par jour. Vous l'avez bien dit, c'est ça. C'est exactement la même chose. Oui. Alors sur votre site, vous parlez d'âmes errantes, de libération de ces âmes. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas exactement ce qu'est une âme errante, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment les libérer? Comment on les libère? Une âme errante, c'est souvent les âmes qu'on peut retrouver dans un lieu hanté, une maison hantée. Une âme errante, quand on les voit, c'est gris, du gris au plus noir. C'est dans le monde spirituel, il se manifeste de cette manière-là. Pour différencier les guides spirituels, ils sont des êtres de lumière. C'est pas pour rien qu'on les appelle des êtres de lumière, c'est que quand on les voit, ils sont hyper lumineux. Bien sûr. Ils sont irradiants. OK? C'est là la différence. Les âmes errantes, c'est des êtres qui n'ont pas accepté souvent le décès. Il y a plusieurs raisons pourquoi ils errent au plan terrestre. Des fois, c'est parce qu'ils sont rattachés mordicus à la maison qu'ils ont construite, ils sont attachés aux biens matériels. Parfois, c'est parce qu'ils sont attachés à l'amour de leur conjoint qu'ils ont délaissé. Ils sont décédés d'un accident trop rapidement. Ils n'acceptent pas leur mort. Ils arrivent de l'autre côté en colère et très, très fâchés. Donc, ils veulent pas faire le pas de plus pour joindre la lumière, si on veut. OK? À ce moment-là, mon travail est d'entrer en communication avec eux et je vous dirais, c'est un peu de la négociation, c'est d'expliquer les choses. Souvent, je demande pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous restez sur la Terre. Ah, je peux pas aller plus loin, moi je vais aller en enfer, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oh, là je leur explique, écoutez, pour moi, là, l'enfer, ce que vous vivez, c'est ce que vous vivez depuis 25 ans ou dans ce sous-sol-là. Vous êtes toujours toute seule, il y a personne qui entre en interaction avec vous. Vous tournez en rond tout le temps, c'est toujours répétitif. Pour moi, c'est ça l'enfer. Donc, en fait, c'est de négocier, de convaincre la personne de quitter la Terre pour joindre un plan lumineux. Et vous dites, ça a l'air un peu abstrait, hein?
dire rejoindre la lumière, mais il y a vraiment un pont de lumière qui s'installe. C'est comme un vortex de lumière qui s'installe et l'âme s'envole, se laisse un peu aspirer par cette lumière. Comme le fameux tunnel des NDE. Oui, exact. Vous savez, ce fameux tunnel-là, moi, je l'ai vécu. Un jour, j'ai une cliente qui m'a demandé d'entrer en interaction avec un ami qui était dans un coma depuis 2 semaines. Je me suis présenté à l'hôpital tard le soir après la fermeture des visites, si on veut. Et pour la première fois, j'ai tenté de communiquer avec l'âme le jeune homme s'appelait Alain, et pour savoir où il en était finalement dans son cheminement. Et ça m'a peut-être pris une trentaine de minutes, mais ça a été très dur pour moi. On dirait que je suis mort un petit peu, mais je l'ai rencontré dans ce tunnel-là. C'est là que j'ai pu discuter avec lui. Il m'a fait comprendre que son cheminement sur Terre était terminé, que la fin pour lui était pour très bientôt. Il est décédé le lendemain. Je comprends, ouais. Vous savez. Ouais. Donc, c'est le même tunnel, si on veut. C'est la lumière. C'est un vortex, c'est un plan. Et parfois, vous savez, Alain, pour convaincre une personne de joindre ce plan lumineux, je peux appeler, regarde, est-ce que tu as perdu quelqu'un, toi, un être cher qui est déjà parti, qui est déjà dans la lumière? On peut l'appeler pour venir tendre la main, les sécuriser pour faire le pas de plus, en fait, pour joindre les plans lumineux. C'est de les mettre en confiance. De les mettre en confiance, oui, c'est ça. De les mettre en confiance. Ceci dit, je vous raconte le plus beau, les cas les plus faciles, mais il y a aussi des cas plus lourds. Oui. Dans mes libérations, dans mes rentes, oui, je fais des lieux, des résidences où on vit des phénomènes paranormaux désagréables. Mais je procède également à des libérations dans mes rentes auprès d'humains. C'est-à-dire que ce sont les humains qui sont parasités par une ou plusieurs errantes. Alors, s'ils déménagent 3 fois dans l'année, ces êtres-là vont toujours les poursuivre. Ils vivent dans leur corps d'énergie, dans leur aura, si on veut. Et ces êtres-là, ces emmérantes-là, vont, par procuration, ils vont s'interposer dans la personnalité de la personne sous emprise. Il va vivre sporadiquement les excès de colère, de tristesse, de mélancolie, et c'est momentané. Ça peut être 5 minutes, une demi-heure ou un après-midi complet. Donc la personne vit sous influence. Si la personne qui est parasitée par une âme errante et qui s'est suicidée, la personne sous emprise va alimenter des idées suicidaires, même si elle va bien, même si elle n'a aucune raison de vouloir mourir, va toujours avoir des images, des flashs qui viennent à son esprit. À ce moment-là, le travail est beaucoup plus difficile pour moi, c'est de couper les liens éthériques qui est un peu comme des ficelles de marionnettes. C'est ce qui arrive souvent, parce que c'est des êtres qui sont manipulés. J'ai travaillé longtemps, il y a longtemps plutôt, en santé mentale où j'étais intervenant, et j'avais sur 6 garçons, j'avais 2 schizophrènes, et pour moi, après déduction, et j'ai dû quitter l'emploi d'ailleurs, mais les 2 schizophrènes étaient aussi médiums que moi, sauf qu'ils étaient sous emprise, ils étaient manipulés. Je me faisais réveiller par la nuit par eux parce que je dormais sur place. Sylvain, il y a des fantômes dans ma chambre. Ah, je suis obligé de lui dire non, ça n'existe pas des fantômes. Parce que lui, il avait un intervenant social, un psychiatre, de la ressource. Donc, je me suis dit, je vais quitter et je vais aller aider ces gens-là à ma manière. Et je vous dirais que c'est ce que je fais maintenant. Est-ce que c'est assez courant, ces phénomènes-là? D'influence comme ça, voilà? Oui, plus qu'on croit. Plus qu'on croit. Ce n'est pas tous des cas extrêmes, mais parfois je vous raconte vite une petite anecdote. C'est l'an passé, j'ai une maman qui m'amène sa jeune fille de 11 ans. On est au mois de septembre, l'école vient de commencer. Elle me raconte, elle dit, ma fille, depuis 2 mois, elle se sent suivie par une ombre noire. Puis ma fille devient un peu colérique, elle a changé un peu de personnalité, mais surtout le soir, elle pleure. Puis je suis tannée d'avoir cette entité auprès de moi, puis blablabla. Donc, elle a cru bon me consulter pour voir ce qu'il y avait à faire. Et j'avais la jeune fille et la maman devant moi, puis je m'adresse à la jeune fille, je dis, quand tu vois ton ombre noire, peux-tu me dire si c'est un homme, si c'est une femme? Elle dit, non, je vois pas, je peux pas dire. Parce que j'explique, moi, je vois une dame. J'ai décrit la dame que je voyais, une 40aine d'années, très, très mince, très maigre, et je vous dirais anorexique.
et les dents toutes défaites dans la bouche, pas une bonne santé dentaire due à son anorexie. Et quand j'entrais dans l'énergie de l'entité qui l'accompagnait, je me sentais, je vous dirais stone, mais sous médication, un peu dans les vapes, OK? Oui, oui. Et la mère, elle m'écoute parler avec la jeune fille, faire la description. Elle me coupe littéralement. Elle dit, « Hey, elle dit, c'est ma cousine, ça. Vous décrivez ma cousine, elle s'est suicidée au mois de juin. Ah, bah oui, et c'est moi qui ai été identifié son corps à la morgue. » En effet, oui. Donc, la jeune fille a été poursuivie par la cousine de sa mère, en fait. Ah oui, en effet, Et, oui. oui, mais c'est des cas rares. C'est rare qu'un être cher que l'on connaît s'accroche après nous. Donc, on a dû travailler. Ça a pris quand même 2 semaines. Vous savez, c'est pas instantané à convaincre cette entité-là, cette dame anorexique qui s'était enlevé la vie, de quitter Pinterest et de surtout quitter la jeune fille pour la laisser en paix, parce que là, sa vie devenait un peu l'enfer, là. On marque une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Bolduc depuis le Québec. Nous parlons médiumnité. Alors toujours sur votre site, vous faites référence au médium enquêteur. On en parlait juste en début d'émission. Qu'est-ce qu'un médium enquêteur? Un médium enquêteur. Regardez, moi je suis médium, mais je suis enquêteur par procuration parce que j'ai joint le BEP, le Bureau d'enquête en phénomènes paranormaux. L'équipe existait déjà, donc ils investiguaient. On investigue en fait plutôt dans des résidences, des familles qui éprouvent des problèmes avec certains phénomènes. Parfois on fait des lieux historiques, comme la vieille prison ici de Trois-Rivières, des lieux reconnus comme étant hantés, mais c'est un peu du parascolaire pour nous autres. C'est pas le principal de nos activités. On travaille dans les maisons. Mon travail de médium enquêteur, moi j'ai ma façon de travailler. Premièrement, avant d'aller sur une enquête, Sylvain Lavoie, le directeur du BEP, a les coordonnées, le nom de la dame, je suis d'accord, moi je veux juste savoir ça. Et je fais une lecture à distance. Pour savoir, oui, s'il y a vraiment des entités, ou des esprits, des âmes errantes qui habitent la maison. Et en même temps, je fais travailler ma clairvoyance aussi pour pouvoir mettre du poids, ou je dirais des trucs vérifiables, en fait. Donc, je vais aller chercher des éléments des humains qui vivent dans la maison. Ouais. On peut décrire certaines personnes, décrire la maison physiquement, des choses vérifiables en fait. Oui. Et moi, ça ne me sert à rien, mais ça permet à mes collègues du BEP je voudrais les mettre en confiance, dire, OK, si on peut vérifier ça de la maison, ça doit être vrai quand ils parlent des esprits qui vivent dans la maison. Oui, tout à fait, oui. Ça amène du poids à ce que je dis quand je parle du monde invisible, tout simplement. Et ça fonctionne bien alors, donc? Oui, ça fonctionne. Oui, et j'étais le premier épaté. Vous savez, je ne m'amusais pas auparavant à faire des lectures à distance, à aller faire du voyage astral et aller, par curiosité malsaine, aller visiter des endroits sans y être invité. Mais là, le contexte le permettait. À ce moment-là, le soir, on fait une enquête, on voit avec nos instruments, c'est très terre à terre, mais c'est-à-dire c'est des instruments, lecteur K2, caméra infrarouge, etc. Et ensuite, on va cumuler les preuves, si on veut, s'il y en a. On va analyser les bandes son et les bandes vidéo. Et une semaine ou deux après, je retourne procéder à la libération et purification des lieux. Je fais pas ça dans le même temps, parce que c'est très exigeant énergétiquement également. Parce que si on passe une soirée, une partie de la nuit en enquête, et que je dois faire la libération à 3 heures du matin, M. Bolduc est très fatigué. Oui, c'est sûr. c'est certain. Alors, vous faites des corporations? Vous faites des sorties astrales? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment ça se passe quand vous sortez justement de votre corps? Qu'est-ce que vous voyez? À quoi vous avez accès? Je vous dirais, c'est illimité. On peut faire du voyage astral, c'est-à-dire
s'installer sur un livre, méditation profonde et vouloir voyager dans l'astral, mais au même titre que je peux juste être avec vous en ce moment, on discute, je pourrais prendre une pause et j'y vais. Oui. En étant pleinement conscient. Oui, oui. Vous savez? Donc, c'est de vivre dans deux réalités parallèlement et je vis dans les deux et je peux communiquer. Je vois ci, ça, je te le dis tout de suite. Je vais répéter ce que je peux voir. Il y a différentes façons de procéder, mais je vous dirais que c'est souvent des impressions. C'est pas tout le temps clair comme de l'eau de roche. Oui, oui, oui. Je me rappelle un exemple, une maison. On me dit, c'est comme une information que j'avais entendue, de faire attention à l'avant-dernière marche qui amène au sous-sol parce qu'elle est brisée. Oui. Je ne sais pas si elle est dangereuse, la marche, mais il faut voir, il y a quelque chose là. Et en arrivant sur les lieux, 2 heures plus tard, je me rappelle un de mes collègues, c'est la première chose qu'elle fait, descendu en courant voir l'avant-dernière marche, et en effet, elle était fendue de long en large. Mais elle n'était pas dangereuse. D'accord. Et c'était la seule marche qui était brisée, en fait. Mais ça peut être impressionnant, oui, mais il ne faut pas se laisser impressionner par ça, parce que mon but n'était pas d'impressionner, c'était surtout qu'il me croit. Quand je parlais du militaire qui habite les lieux, le monsieur qui a construit la maison, qui est fâché que des gens habitent sa maison, parce que c'est encore à lui. Ce qui serait bien, c'est de faire une émission spéciale un jour, si vous le voulez bien, sur justement la sortie astrale, les voyages astraux. Ce serait pas mal, ça. Oui, tout à fait. Je suis très ouvert à ça. Oui, parce qui me passionne d'ailleurs. Oui, ça me passionne aussi. Puis ça passionne nombreux auditeurs. Hein. On a multiples questions en ce sens, et ça serait très très bien de se retrouver, par exemple, à la rentrée, je sais pas, et faire une émission spéciale sur ce thème. Mais on se tient au courant, puis on refixe rendez-vous. Tout à fait. Sylvain Bolduc, vous organisez des conférences et des ateliers. Comment ça se passe? Alors, quel thème de conférence et comment se passent les ateliers? Tout d'abord, avec la conférence, nous, on présente avec Sylvain Lavoie, qui est le directeur du BEP, une conférence qui s'appelle Contact avec l'au-delà. C'est une conférence en 2 temps. Sylvain Lavoie débute la conférence avec le travail d'enquête dans les lieux hantés, en expliquant un peu comment on procède avec nos instruments et différents cas. Les types d'emprise aussi, parce qu'il y a aussi le phénomène d'esprit résiduel, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement parce qu'on vit des phénomènes dans une maison qu'il y a vraiment une entité intelligente. Ça peut que ça soit juste des résidus de gens qui habitaient dans la maison et qu'on peut voir comme un film en répétition, une personne toujours faire le même trajet, tourner le coin et rentrer dans la salle de bain, et la personne ne nous regardera pas, l'esprit ne nous regardera pas, et même si on dit « Allô, allô, allô », il ne retournera jamais, ce n'est que résiduel. C'est comme un film qui est projeté, si on veut. D'accord. Donc, à ce moment-là, Sylvain aborde ce sujet-là. On parle du travail d'enquête et de libération et purification énergétique. Et ensuite, moi, je m'amène et je fais directement des communications avec les guides spirituels et les êtres chers décédés aux gens de l'assistance. Donc, il n'y a pas une soirée qui est pareille, il n'y a pas une communication qui est pareille parce que les esprits ne se répètent pas, en fait. Comme autant il y a d'humains sur Terre, autant qu'il y a d'esprits différents sur Terre, chacun a son discours, si on veut. C'est sûr. Et concernant mes ateliers, je donne un atelier de formation qui est échelonné sur 36 heures en 6 mois. C'est des journées d'atelier de 6 heures où on travaille différents sujets. Exemple, la clairvoyance avec support visuel, c'est-à-dire pendule, des runes, des cartes de tarot, des photos, des objets par psychométrie. Un autre thème, on peut aborder la guérison énergétique et comment sentir les corps énergétiques, voire développer la vision du champ aurique des gens, des humains et des plantes. Un autre sujet qu'on peut aborder justement, c'est la communication avec les guides spirituels et les défunts. Donc à ce moment-là, dans l'atelier, je demande aux participants d'amener 1 ou 2 photos d'un être cher décédé et pendant la journée, on va se pratiquer, tout le monde, à communiquer avec cet esprit-là, amener des signes clairs, amener ces confirmations en fait. Oui, des sujets assez passionnants, quoi. Et je vous dirais, il n'y a rien de sorcier à tout ça. Ah non, non, bien sûr que non. Non. Peu importe le sujet que j'aborde dans mes ateliers, la méditation de départ est toujours la même, c'est l'ouverture et la purification des chakras. Donc, pour vos auditeurs, si j'aurais un truc à vous donner, si vous voulez vous ouvrir au monde énergétique en toute sécurité et de manière saine, commencez à faire ces méditations-là, vous allez vous ouvrir tout naturellement, sans tirer sur la fleur pour qu'elle pousse trop vite. Bah justement, j'allais vous demander si vous aviez un message à donner aux auditeurs, c'est fait. Alors, on va parler de votre site internet. Vous avez donc un site internet, vous allez nous rappeler l'adresse? Oui, c'est le www.sylvain
sylvainbolduc-medium.com. Pour la France, je fais pas de consultation en privé, je fais pas de conférence encore, mais je fais quand même des consultations via webcam. D'accord. J'ai beaucoup de clientèle en Suisse, Belgique, France, et donc c'est possible, c'est des rencontres de 45 minutes. Et ceci dit, même si c'est via webcam, la communication est 100% la même que si je vous avais devant moi. Oui, ça passe, vrai. Les guides spirituels se présentent chez moi pour communiquer. Vos êtres chers qui veulent communiquer se présentent chez moi pour faire la communication. D'accord. Donc, ni le temps, ni la frontière espace. Il n'y a pas d'espace-temps. En fait. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver sur votre site internet? C'est un peu principalement le concentré de mes activités, mes ateliers, mes cours, pour les libérations d'âmes errantes également. C'est un peu à titre informatif. Je m'acharne pas trop sur mon site internet. C'est plutôt informatif. J'ai pas de blog. J'entre pas en communication directement avec les gens via mon site. Seulement, j'ai une page sur Facebook où je suis très, très, très présent. C'est Bolduc Medium. C'est toujours possible et c'est là je peux répondre aux questions des gens. J'ai beaucoup de courriels, justement. En plus de mon travail, c'est quand même un travail d'accompagnement. J'ai beaucoup de questions-réponses sans être du travail bénévole, je vous dirais, mais c'est de guider les gens, peut-être de conseiller un livre pour les aider, des trucs comme ça. Est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller? Oui, je sais pas s'il est... D'ailleurs, ce livre-là, je le conseille depuis des années, depuis que je fais des libérations. Je sais pas, par contre, s'il est disponible chez vous, mais c'est certain qu'il est disponible via Internet. Je vais vous donner également le titre le titre du livre, mais le nom du site sur lequel on peut se le procurer. Le titre du livre en question, c'est « Se libérer des âmes errantes ». Et l'auteur, c'est Annick Laprate, A-N-I-C-K, Laprate 2-T-E. Et si vous voulez visiter son site web, c'est annicklaprate.com. D'accord. Cette dame-là est aujourd'hui médium, mais c'est surtout, elle a vécu il y a des années un phénomène d'emprise avec un de ses enfants. Elle a 3 enfants et sa petite fille de 4 ans a vécu une libération d'âme errante et elle est redevenue toute lumineuse. Et ça fait cheminer. Et la dame qui était Annick, finalement, qui est devenue une amie maintenant, a délaissé son travail d'enseignante au cégep pour se consacrer à démystifier et informer les gens en faisant des conférences, en écrivant des livres sur ce phénomène-là. Sylvain Bolduc, merci d'avoir participé à cette émission. C'était un réel plaisir. J'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois, justement, pour évoquer un autre thème, par exemple la sortie astrale, comme nous le disions il y a quelques instants. Je vous souhaite une bonne fin de journée au Québec et à très bientôt. Bonne journée, Alain. Tout le plaisir est pour moi, puis au plaisir de discuter avec vous et vos auditeurs. Et un beau bonjour aux gens du Québec en passant. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Alain. Fréquence Évasion.